Madame, Monsieur, bonsoir. Les premiers procès des massacres du Rwanda finalement reportés. Manque d'organisation, justice chaotique. Un an jour pour jour après le début du génocide, nos envoyés spéciaux sont retournés sur place. Les prisons sont surpeuplées d'hommes, de femmes et d'enfants en attente de jugement. Nous consacrerons une longue page spéciale ce soir à la situation au Rwanda et dans le Burundi voisin. Revendication de salaire, suite, 6000 employés de chez Renault ont manifesté aujourd'hui, grève au PMU et dans les musées nationaux. Nous ferons le point de la campagne électorale. Arlette Laguillier, la candidate de Lutte ouvrière, est ce soir notre invitée en direct de Lyon. Autre invité de ce journal, Alain Delon, en direct de Cognac, où s'ouvre ce soir le 13e festival du film policier. Alain Delon en est le président. Pour commencer ce journal, le spectaculaire accident d'un avion de l'armée de l'air, un Transal qui a percuté une montagne. Cela s'est passé en Corse en milieu de journée. Claude Sampère. Cloué à la paroi rocheuse. L'image est à peine croyable. Pour une raison inconnue, ce Transal C-160 qui venait d'effectuer une mission de parachutage en Haute-Corse a dû opérer un atterrissage d'urgence. Vers 15h30, l'avion et ses 6 passagers se trouvent au-dessus des montagnes à 12 km de Calvi. Aucune zone d'atterrissage en vue. Le pilote va réussir à glisser son appareil dans un tout petit couloir dans la paroi rocheuse. 2 militaires sont légèrement blessés, 4 indemnes, un miracle. L'alerte générale avait été déclenchée, un PC médical installé. François Léotard, le ministre de la Défense en tournée électorale avec Édouard Balladur en Corse, s'est immédiatement rendu sur place. Ce soir, les 2 blessés légers se reposent à l'hôpital de Bastia. L'enquête devra déterminer les raisons pour lesquelles l'équipage a été contraint à cet atterrissage, pour le moins, hors du commun. L'inquiétude des habitants de 2 petits villages de Moselle, à une trentaine de kilomètres de Metz. Un homme a tiré sur un car de ramassage scolaire ce matin. Par miracle, il n'y a que 2 blessés légers, mais c'est la 5e fois en quelques jours que des automobilistes sont pris pour cible dans la région. Ludovic Fossard et Sylvain Gauthier. Une écolière dans un car de ramassage scolaire transformé en cible vivante. Vers 7h30 ce matin, une jeune fille assise à cette place reçoit une balle de 22 Longrive dans la nuque, tandis que le car les transportait, elle et ses amis, jusqu'au collège, distant de quelques kilomètres. Ça a fait un grand bruit dans le bus, on s'est tous retournés et puis on a vu une fille qui a hurlé et puis il y avait le carreau avec l'impact de la balle. Et qu'est-ce que vous êtes dit là à ce moment-là? On s'est demandé ce qui se passait et puis on a vu quelqu'un courir dans le champ. Malgré ces témoignages, le tireur fou n'a toujours pas été retrouvé. Il avait pourtant déjà tenté de prendre pour cible d'autres automobilistes ces derniers jours. Ici, à Piblange, village d'ordinaire si tranquille, les gendarmes ont tenté de retrouver dès ce matin l'auteur des coups de feu sans résultat, laissant dans l'inquiétude une population qui se sent menacée. Dites donc, sur chaque bagnole en tire, alors pourquoi j'aurais pas peur hein? Tout le monde est traumatisé. Hein. Moi, on a comme peur hein, pour les enfants qui vont venir à l'école. Hein. Puis moi, je mets pas ma fille aussi à l'école, aussi c'est pas réglé cette affaire-là. Hein. C'est sûr. Hein. La jeune fille a été admise à l'hôpital de Metz, opérée dans la journée. Ses jours ne sont pas en danger. Autre incident beaucoup moins grave, celui-là, mais à la limite du cocasse. Un camion qui transportait 4 petits taureaux s'est renversé sur l'autoroute près de Montpellier, à quelques kilomètres de Montpellier. On a fait sortir les taurillons et les gendarmes ensuite ont dû tenter de les rattraper. Voilà ce que l'on appelle un enciero en langage tauromachique organisé sur l'autoroute près de Montpellier. C'était dans le courant de la journée. Tout s'est bien terminé. Le mécontentement social continue, il touche tous les secteurs. Chez Renault, environ 5000 salariés sont allés sous les fenêtres de la direction cet après-midi réclamer des augmentations de salaire. Laurent Bailly et Jacques Garniche. Difficile de dire combien ils étaient aujourd'hui les salariés de Renault venus demander la réouverture de négociations devant le siège de l'entreprise à Boulogne-Billancourt. 4, 5 ou 6 000 selon les sources. Tous les sites de France étaient représentés et les oreilles du PDG, Louis Schweitzer, ont dû siffler. Les revendications, elles, n'ont pas varié d'1 pouce depuis les grèves du mois de mars. Ah, ils nous doivent du fric et qu'ils nous donnent du fric, c'est tout ce qu'on demande, 1500 balles par mois pour tout le monde. C'est un ras-le-bol général pour toutes les catégories sociales de l'entreprise. Je touche 7600 francs net par mois, ça fait 7 ans que je suis à la direction des études et j'ai l'impression d'être pris pour un con, monsieur le PDG. Dans la grisaille du ciel parisien, les manifestants ont investi le périphérique, provoquant des embouteillages. Partout, c'était le même slogan.
Pour 95, Renault a accordé, après des semaines de conflit, une augmentation de 4,5%. C'est insuffisant, disent les salariés, alors que l'entreprise vient de tripler son bénéfice à 3,6 milliards de francs. Et d'apprendre hier que leurs dirigeants s'étaient octroyé une augmentation de 13% n'a pas contribué à apaiser leur colère. À 18 jours des élections, la pression sur l'État actionnaire est plus forte que jamais et le torchon brûle ouvertement entre Renault et ses salariés. Problème d'effectifs cette fois à l'origine de la grogne du personnel des musées nationaux. Beaucoup de musées fermés aujourd'hui et une surprise forcément désagréable pour les touristes venus parfois de très loin. Georges Bégou et Gilles Debler. Même grève, même motif que l'année dernière, insuffisance d'effectifs et même mécontentement du public qui vient parfois de loin. Pour les touristes, ce n'est pas bon. Je vais rester ici 3 jours et bon, je vais partir sans pouvoir le voir. Elle venait pourtant de Malaga. On arrive de Vendée, on ne savait pas qu'il y avait grève, alors on n'a pas visité Versailles. Vous voyez, on arrive ici, on ne peut pas visiter, on arrive avec 45 enfants. Alors ils ont préparé ça toute l'année, ils ont fait des dessins dessus, ils ont colorié, ils ont arrangé. C'est désespérant. C'est presque un voyage gaspillé. J'aime beaucoup l'art, j'aime beaucoup la culture et pour moi Paris signifie ça. C'est dommage, il faudrait comprendre pourquoi ce monde se rebelle parce que sans eux, beaucoup de monde peut perdre un trait. Bonne question de cette Italienne que nous avons posée au ministère de la Culture. Jacques Toubon a réaffirmé auprès des syndicats le fait que les fonctions d'accueil et de surveillance sont des fonctions régaliennes de l'État qui doivent être occupées par des personnels permanents de l'État. En ce sens, il partage le combat des syndicats qui est augmentation des moyens donnés au ministère de la Culture de manière à ce que celui-ci puisse faire face à toutes ces nouvelles missions. Donc on nous propose là actuellement 200 postes, c'est très insuffisant à ce que nous demandions environ 1500 postes. Si on arrive à avoir une petite négociation, on pense que demain quand même on tâchera d'ouvrir. Une note d'espoir de nature à réjouir le public, mais aussi les pigeons qui se sentent bien seuls sur les œuvres d'art. Dans le conflit des postes après le Var, les Bouches-du-Rhône et le Loiret, la distribution du courrier est perturbée dans le département de l'Yonne. Et puis, conséquence du mécontentement du personnel technique du Paris Mutuel Urbain, le PMU, pas de course hippique aujourd'hui à Longchamp, ni à Enghien ce soir. Tous les parieurs vont être remboursés, un manque à gagner pour l'État de 17 millions de francs pour la seule journée d'aujourd'hui. Et là encore, des revendications salariales des employés des pistes. Les associations de retraités continuent elles aussi de faire pression sur le gouvernement. Plusieurs centaines de personnes ont défilé à Paris cet après-midi pour défendre leur retraite. Les associations demandent notamment le droit d'être représentées dans les caisses de sécurité sociale. Des revendications dont les candidats à l'élection présidentielle doivent tenir compte. Le vote des retraités pèse lourd, très lourd dans la balance. Reportage et enquête d'Ève Mété et Alain Saint. Activation. Séance de relaxation dans un centre pour retraités à Paris. Ils sont 20. Le 23 avril, tous, ils iront voter. Bien sûr, je vais voter. Je vote parce que je dois voter, c'est un devoir. On a un droit de parole, enfin moi j'estime que j'ai un droit de parole et que j'ai toute raison de les exprimer. Est-ce que vous pensez que les candidats s'adressent aux retraités? Non, pas tellement. Non. Non, je crois pas. Non, je les suis pourtant assez bien, je crois pas, non. En 7 ans, depuis la précédente élection présidentielle, le nombre des plus de 65 ans en France a grimpé de 15%, celui des jeunes de 18 à 24 ans a baissé de 4%. Mais en plus, les retraités s'inscrivent davantage que les autres sur les listes électorales et leur participation au vote est massive. 30% des inscrits, plus encore de votants, une population avec laquelle les politiques sont aujourd'hui obligés de compter. Les candidats à la présidentielle sont en train de découvrir le poids des retraités. Et parmi les mesures qu'ils proposaient jusqu'ici dans leur programme, les retraités arrivaient souvent en milieu de tableau. Et je crois qu'aujourd'hui, les dernières déclarations le prouvent, les retraités sont en train de monter en première ligne. Et principalement le pouvoir d'achat des retraités, la participation à la croissance, comme on dit, leur représentation, et puis aussi le maintien du système des retraites par répartition. Sondage Notre Temps IFOP sur un échantillon nommé Papifop. L'âge idéal du futur président de la République serait 55 ans. Jean-Marie Le Pen, 67 ans, est le doyen des candidats, loin devant la cadette Dominique Voynet, 36 ans, Lionel Jospin à 57 ans, Jacques Chirac, 62,
Quant à Édouard Balladur, il fêtera son 66e anniversaire entre les deux tours. Et en attendant le vote des retraités, dernier sondage réalisé hier et avant-hier par l'Institut Ipsos pour Le Point et un très net resserrement, vous le voyez, entre les candidats au premier tour. Jacques Chirac est à 23% des intentions de vote, Édouard Balladur à 21% et Lionel Jospin en troisième position à 19%. Jacques Chirac l'emporterait au deuxième tour. Une enquête bien différente du sondage Louis Harris pour Valeurs Actuelles, réalisée elle lundi. Jacques Chirac est à 26%. Lionel Jospin à 22% et Édouard Balladur à 19%. Jean-Marie Le Pen recueillerait 12% des voix et Robert Hue 9%. Le candidat communiste qui, contrairement aux autres prétendants, n'avait pas donné jusqu'ici dans le registre culinaire, eh bien, il participait ce midi à un déjeuner très remarqué, tête-à-tête entre Robert Hue et l'un de ses plus fervents admirateurs, Jeff Wittenberg et Bernard Ronflet. Ils ne cessaient de s'envoyer des fleurs, ils se sont aujourd'hui rencontrés. Le cadre d'une brasserie chic du 16e arrondissement, l'acteur a invité le candidat à déjeuner, le candidat a invité la presse à immortaliser la scène et à entendre l'éloge de Robert Hue par Roger Hanin, les yeux dans les yeux. Robert Hue, pour moi, représente la sincérité, la vérité, un ton dans la campagne, et il défend des idées que j'approuve. Et les choses sont aussi simples que ça. Nous déjeunons ensemble et j'ai le plaisir de rencontrer un homme. Depuis que Robert Hue fait applaudir en meeting le nom de Roger Hanin, que celui-ci s'engage derrière un communiste après des années de fidélité à François Mitterrand, on se demande quand même ce que peut bien en penser le célèbre beau-frère du comédien. Je respecte tout à fait mon sentiment. Il sait d'ailleurs que je déjeune avec Robert Hue et je trouve ça naturel. Ça a été un très grand moment de relation humaine, au sens plein du terme. Nous avons abordé tout ce qu'on aborde quand dans une famille des gens se rencontrent. Vous savez, la fin d'un repas de famille, on parle de tout. Ah, la famille, celle de François Mitterrand a décidément les idées larges. Demain, Robert Hue se rendra dans la ville d'un autre intime du chef de l'État, à Blois, chez Jack Lang. Édouard Balladur est lui le premier grand candidat à se rendre en Corse où il tient un meeting ce soir. Avec lui Charles Pasqua et François Léotard, le Premier ministre qui s'est engagé, s'il est élu, à faire voter un projet de loi qui reconnaîtrait la spécificité du syndicalisme corse. Avec nous en direct de Lyon, Arlette Laguiller, la candidate de Lutte ouvrière. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez tenir une réunion électorale dans quelques minutes. Oui. Vous êtes crédité, je ne sais pas si c'est important pour vous, mais vous êtes crédité dans les sondages d'environ 4% des intentions de vote. C'est beaucoup par rapport au score que vous faites d'habitude. Comment vous l'analysez? Certains sondages disent même 5%. Oui, pardon. Bien, je l'analyse comme sans doute une montée de la colère de la classe ouvrière qui s'exprime, on l'a vu dans vos informations, dans de nombreuses luttes aujourd'hui sur les salaires, sur le renforcement des effectifs contre les licenciements. Et je crois que quand je dis qu'il faut un plan d'urgence pour les travailleurs, parce qu'il y a aujourd'hui plus de 3 millions de chômeurs, près de 3 500 000, et on peut dire près de 5 millions de personnes qui n'ont pas un travail normal, qui doivent vivre ou des allocations chômage, ou du RMI, ou de rien du tout, ou de petits boulots. Et je crois que quand on voit les énormes bénéfices qui sont annoncés dans la presse patronale ces derniers jours, et quand on sait qu'en 1994, il y a eu 1270 milliards de bénéfices, et qu'on sait qu'avec simplement un peu plus de la moitié de cela, on pourrait embaucher 5 millions de personnes à 8 000 francs par mois, charges sociales comprises. Arlette Laguiller, quelle est la première mesure concrète que vous prendriez si vous étiez présidente de la République? Eh bien, d'abord, je cesserai d'arroser de subventions, d'exonérations sociales, d'exonérations fiscales, le patronat et les riches de ce pays. Et cet argent, je dis que l'État devrait l'économiser pour créer directement lui-même les emplois qui manquent. Et il y en a des choses à faire aujourd'hui pour améliorer les transports en commun dans les grandes villes, dans les banlieues, pour refaire des lignes secondaires de la SNCF, pour créer les logements sociaux et populaires qui manquent partout dans ce pays. Mais il faudrait que l'État embauche lui-même directement, qu'il embauche directement les ingénieurs, les architectes, les maçons, les manœuvres, sans passer par les rois du béton, par la spéculation immobilière et quelquefois par des hommes politiques qui s'en mettent plein les poches. Quand Lionel Jospin, le candidat socialiste, parle de rassemblement nécessaire pour être sûr que la gauche soit présente au deuxième tour, vous n'avez pas l'impression de lui piquer des voix en quelque sorte en faisant un tel score? Il ne vient pas à l'idée de M. Lionel Jospin que les électeurs de Lutte
ouvrière tiennent bien plus à leurs convictions que les ministres socialistes qui ont trahi la classe ouvrière pendant tout le temps où ils étaient au gouvernement dès 1982, où ils ont bloqué les salaires, autorisé les licenciements. Alors la droite n'a pas fait mieux. Les frères jumeaux Chirac-Balladur ont mené la même politique. Eh bien, c'est l'inverse qu'il faut faire aujourd'hui. Vous savez, en temps de guerre, l'État sait réquisitionner les entreprises pour produire ce qui est utile. Eh bien, aujourd'hui, toutes ces entreprises qui font des bénéfices, qui augmentent de façon scandaleuse les salaires de leurs dirigeants, eh bien oui, si elles continuent à licencier, à refuser les augmentations de salaire, il faudrait les réquisitionner pour inverser le cours des choses, en finir avec ce chômage qui mène aujourd'hui à la misère, à l'exclusion, en finir avec cette machine économique infernale qui sert à fabriquer des exclus. Je vous remercie Arlette Laguiller d'avoir été notre invitée et je vous propose tout de suite de nous rendre à Montpellier où précisément le candidat socialiste Lionel Jospin tient une réunion électorale ce soir sur place Roland-Sicard. Un candidat à l'élection présidentielle fait toujours d'une pierre plusieurs coups. Alors, quand Lionel Jospin vient à Montpellier pour tenir un de ses grands meetings, il rentabilise sa journée. Interviews en tout genre, émissions en direct dans une radio locale, histoire de rôder les formules et les images. Il me reste beaucoup de réserves de puissance et de pointes de vitesse justement pour la dernière ligne droite. Mais en meeting, les choses prennent une autre proportion. D'abord, il y a les renforts, aujourd'hui celui de Bernard Kouchner, et puis il y a l'ambiance qui permet d'affiner le discours. Vous êtes venu avec un ami, avec un voisin, avec un camarade de section, avec un collègue du travail. Vous êtes venu seul ou à quelques-uns, et en même temps, déjà vous vous fondez dans ce groupe plus vaste, dans cette force collective, une force qui vous fait sentir au coude à coude, dans les valeurs partagées, dans l'action commune que nous conduisons, dans cette campagne à laquelle nous allons donner jour après jour, jusqu'au premier tour, puis au-delà du premier tour, plus de force pour gagner. En tout cas, au vu des derniers sondages, l'évidence s'impose. Lionel Jospin n'a pas encore réussi sa percée. Coincé entre Jacques Chirac et Édouard Balladur, il a du mal à se faire entendre. Mais paradoxalement, c'est justement des sondages que pourrait venir la solution. Car si des électeurs de gauche inquiets décidaient massivement de pratiquer le vote utile, beaucoup de choses pourraient changer. Lionel Jospin, en tout cas, compte beaucoup là-dessus. Après ce journal, dernière édition ce soir de la France en direct, avant le début de la campagne officielle, c'est Jacques Chirac qui répondra aux questions de la rédaction autour de Bruno Mazur. Et puis dernière précision concernant cette élection présidentielle, le nombre d'électeurs inscrits sur les listes, 39 869 381 au 28 février, date limite pour les inscriptions, c'est 850 000 personnes de plus qu'il y a 10 mois pour les élections européennes. Plus d'un an après l'assassinat du député du Var, Yann Pia, nouvelle reconstitution ce soir sur le chemin de son domicile à Hyères, 13 mois d'enquête. Et si les auteurs présumés du meurtre ont été arrêtés, les commanditaires, eux, sont toujours recherchés. Sur place, Yannick Aroussi. Route du Mont des Oiseaux, 25 février 1994, une moto se porte à hauteur du véhicule de Yann Pia. Des coups de feu claquent, le député du Var est mortellement blessé. Quel mobile, quels auteurs pour cet assassinat? Après 9 mois, l'instruction touche à sa fin. Dans les rôles principaux du scénario tragique, une bande de jeunes que l'on appellera les bébés killers. Interpellés au mois de juin, ils passent aux aveux lors de leur garde à vue. Lucien Ferry, 22 ans, serait le tireur. Marco Di Caro, 21 ans, le pilote de la moto. Au cours de l'instruction, tous les suspects vont se rétracter. Seul Di Caro reconnaît sa participation au meurtre. C'est donc essentiellement sur sa version des faits que va se baser la reconstitution. Durant la garde à vue, Di Caro a été le dernier à reconnaître sa participation à cet assassinat. Ce n'est que lorsqu'on lui a mis en face des yeux les déclarations des uns et des autres qu'il a fini par admettre. À partir de cet instant, il s'est dit « je dirai la vérité, ma vérité, comment cela s'est passé, je le dirai jusqu'au bout, jusqu'au procès, quoi qu'il m'en coûte ». Lucien Ferry n'a pas l'intention de participer à la reconstitution. Marco Di Caro revivra seul la scène, la moto qui rattrape la voiture, les coups de feu, la chute à moto, de nouveaux coups de feu, puis la fuite de Joe Arnaud, le chauffeur de Yann Pia. Des 7 personnes mises en examen dans le dossier, seul Gérard Final sera absent ce soir. Final, patron du bar Le Macamin, désigné par Di Caro comme le commanditaire du meurtre. Il me semble que la justice, qui attend un commanditaire, se satisfait de certaines accusations sans chercher au-delà de ce patron de bar. Et lorsqu'on y réfléchit bien, qui peut se satisfaire de cette thèse selon laquelle il avait un mobile, un intérêt
a commandité cet horrible assassinat. Di Caro a également mis en cause Joseph Cercia, le rival politique de Yen Pia, qui n'a pas été entendu dans ce dossier. Mais il s'agit ce soir avant tout pour le juge Roland de comprendre le déroulement de l'assassinat plutôt que ses mobiles. L'actualité internationale, maintenant, elle nous ramène au Rwanda, où, je vous le disais dans les titres, les premiers procès du génocide ont été reportés. La date d'aujourd'hui est pourtant lourdement symbolique. Il y a un an, jour pour jour, c'était le début des massacres, des centaines de milliers de victimes. Nous allons revenir longuement sur le cauchemar que vit aujourd'hui encore le Rwanda. Point de départ de ce drame, l'attentat contre l'avion dans lequel se trouvait le président du pays. C'était le 6 avril 1994. Un an après ces images que personne n'a oublié, la situation reste chaotique dans les prisons du pays, par exemple, où des centaines et des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants attendent d'être jugés. À Kigali, la capitale, ils sont 8000 entassés dans des conditions d'hygiène effroyables. Reportage sur place d'Olivier Lerner et Philippe Turpot. Ce gardien s'arrête là. Il n'entre jamais dans cette prison. Trop dangereux pour lui. 8000 personnes, toutes accusées de génocide, sont détenues ici dans un espace conçu pour en abriter 4 fois moins. Les plus anciens sont là depuis 8 mois. Ils ont des tenues roses et un lit. Les nouveaux venus se tiennent debout, faute de place. La consigne est de ne pas s'allonger, le risque est de mourir étouffé. Je suis arrivé ici le 19 du mois d'août l'année dernière et depuis lors je suis là. Vous êtes Hutu ou Tutsi? Je suis Hutu. C'est inéluctable. À 99%, ils sont Hutus, arrêtés par l'armée à majorité Tutsi. Arrêtés sur simple dénonciation. Certains ont tué plus de 100 personnes. C'était le minimum pour toucher une bonne prime. Mais parmi ces hommes, désignés coupables, un prisonnier sur 5 serait innocent. À Kigali, au cœur de la ville, des voitures déversent continuellement des dizaines de suspects devant le bâtiment du procureur de la ville. Il est seul en exercice. Des jeunes, des vieux, des Hutus martyrs ou coupables qui croisent le regard des Tutsis massés sur le trottoir et qui ne se lassent pas de ce va-et-vient permanent. Le bureau du procureur a été saccagé. Les dossiers des vrais responsables du génocide ont disparu, mais dans cette petite cour carrée où patientent ces hommes fraîchement arrêtés, on entend bien le crépitement des machines à écrire. Signe que la justice est en marche. Ici, c'est devoir faire aussi quand même des distinctions, des catégories si vous voulez, parce qu'il y en a qui ont tué spontanément. Il y a aussi d'autres qui ont été contraints de tuer, souvent leurs amis. Il y en a même qui ont tué leurs femmes, leurs propres femmes, avec lesquelles ils avaient des enfants. Donc je pense qu'il faut faire plusieurs catégories. Dans cette prison, les femmes n'ont droit qu'à un couloir. Elles sont 250 et quelques enfants comme celui-ci sont nés dans ce passage étroit, guère plus grand qu'un quai de métro, où il faut bien vivre. Nous n'avons pas peur d'être jugés parce que nous savons que nous sommes innocentes. Mais quand on nous juge, qu'on soit libérés le plus vite possible. On est ici depuis 8 mois, comme ça, entassés sans rien dire, sans interrogation ni rien. Alors ça c'est pas juste. Les 6-18 ans se comptent par dizaines, eux aussi emprisonnés, accusés de génocide. On leur apprend à lire, à écrire. Leur instituteur, un ancien haut fonctionnaire, est un prisonnier, lui aussi. Ce sont les militaires qui m'ont arrêté. Et tu sais pourquoi ils sont venus chez toi et ils t'ont arrêté? Donc il y a une femme, son mari est mort. Il a arrêté les militaires à se dire que c'est moi qui ai tué son mari. Mais il a menti que c'est moi qui ai tué son mari. Ils sont obsédés par la propreté, mais menacés par la tuberculose, la malaria, la dysenterie. On compte jusqu'à 5 morts par jour.
Leur seul espoir, c'est lui qui l'incarne. Le procureur fait appeler ce qu'il n'a pas pu entendre encore. Le procureur doit faire vite s'il veut éviter qu'il ne se soulève, s'il veut éviter l'émeute. Et au plus fort des violences qui ont secoué le Rwanda ces derniers mois, les miliciens ont épargné des milliers de femmes, mais s'ils leur ont laissé la vie sauve, c'est pour mieux disposer d'elles. Et elles vivent aujourd'hui, ces femmes, dans la honte et l'indifférence. C'est le deuxième témoignage de nos envoyés spéciaux Patricia Coste et Philippe Jasselin. Pour veiller sur eux, ils n'ont plus que le personnel de l'hôpital de Kigali, ces enfants des viols. L'avortement au Rwanda très catholique n'est pas dans les usages. Alors leur mère, après une grossesse dans la honte, abandonne ces bébés qui pourraient leur rappeler leurs violeurs. Elles sont murées dans leur silence. Ce n'est pas le cas de cette jeune fille en rouge, enlevée par un milicien et amenée de force dans un camp de réfugiés au Burundi, qui a été libérée, comme elle nous l'explique, parce qu'elle a pris le risque de hurler son désespoir lors du passage d'un ministre rwandais qui l'a arrachée à ses violeurs. Elle est encore bouleversée du risque qu'elle a pris. Est-ce qu'elle est enceinte? Elle n'ose pas vraiment répondre. Je ne me sens pas vraiment comme j'étais avant. Ma vie ne sera plus jamais comme elle était avant. Écoute, est-ce que tu as pensé à l'avortement? Un coup d'œil gêné à sa sœur. Comment évoquer cet acte interdit par le pape? Alors elle aura cette réponse ambiguë. Si j'y avais pensé, je n'aurais rien pu faire. Quant aux femmes qui l'ont recueillie, elles lui ont dit que si elle était enceinte, c'était son destin. Est-ce qu'elle pense pouvoir se marier? Ce serait un miracle, grâce à Dieu. Je ne peux pas répondre, mais si Dieu le veut, j'aurai cette chance. Sinon, je serai condamnée. Voilà, il faut également noter que 2 millions de Rwandais qui avaient pris le chemin de l'exode ont préféré ne pas rentrer depuis des mois. Ils sont dans des camps de réfugiés, au Zaïre, notamment le camp de Bukavu. Certains d'entre eux préparent même leur revanche. Le Burundi voisin est lui aussi menacé par une explosion de violence. Depuis plusieurs semaines, les mêmes rivalités entre Hutus et Tutsis ont provoqué des massacres. Laurent Boussier, notre envoyé spécial, est en direct avec nous. Laurent, bonsoir. Les deux pays sont voisins. Est-ce que les deux situations sont comparables ? Écoutez, Étienne, d'après les gens qui sont ici depuis longtemps, des diplomates, des responsables des organisations humanitaires ou des envoyés spéciaux des Nations Unies pensent que la situation n'est pas la même. C'est vrai, la base est la même, minorité Tutsi, majorité Hutu. Mais ça s'arrête là. Par exemple, ici au Burundi, le pouvoir est partagé. Le Premier ministre est Tutsi, mais le président de la République est Hutu. Et puis ici, il n'y a pas de pays extérieur qui finance et qui arme des groupes armés, comme c'était le cas au Rwanda, où le FPR était armé, était financé par l'Ouganda. Au Rwanda, c'était la majorité Hutu qui avait la force armée, qui s'en est servie pour massacrer. Ici, c'est l'inverse, c'est la minorité Tutsi qui a la force armée. Alors c'est une armée qui est contestée, qui est parfois responsable de certaines atrocités, de certaines exactions, mais c'est une armée qui reste un pôle de stabilité. Cela dit, il y a des tensions, il y a des massacres, mais on est loin du génocide. Il y a aussi des choses très inquiétantes. Par exemple, le rôle de la presse. Vous savez, au Rwanda, il y avait une radio extrémiste Hutu qui s'appelait la radio des 1000 collines, qui appelait au génocide, qui appelait au massacre. Ici, il y a des journaux extrémistes qui ont un rôle extraordinairement ambigu. Alors je vous propose de regarder le reportage que nous avons fait ce matin avec Georges Janssen, avec Fabien Briand et avec Annie-Claude Becquet. Le carrefour des idées offre un prix d'1 million de francs burundais à celui qui amènera la tête de Léonard Nyangoma au bout de la lame de sa lance. Imprimé en première page d'un journal extrémiste Tutsi, cet appel au meurtre d'une personnalité Hutu fait partie du paysage médiatique burundais. Liste de personnes à abattre, rumeurs non vérifiées, ragots destinés à attiser la peur, les journaux Tutsi ne font pas dans la dentelle. Un de leurs ennemis, l'envoyé spécial de l'ONU au Burundi, Ould Abdallah, accusé de reconnaître la victoire des Hutus aux élections. Cet énergumène de Maghrébin ne sait pas que maintenant il doit partir. Le racisme est total, la haine imprimée noir sur blanc.
Du côté Hutu, on n'est pas en reste. Nous sommes dans le quartier de Kamingé, à la rédaction du journal L'Éclaireur. Quelques traces de lutte, l'armée a envoyé des grenades, une table en bois, un téléphone. Le fonds de commerce est toujours le même. Les Hutus sont misérables parce qu'exploités depuis toujours par les Tutsis. Le public tant national qu'international était tellement intoxiqué par les journaux extrémistes Tutsis de l'opposition, à tel point qu'on a créé l'éclaireur pour essayer d'éclairer le monde sur ce qui se passait au Burundi. Même si certains nous accusent à tort de prêcher la haine, nous voudrions plutôt prêcher une certaine fraternité entre les hommes qui habitent ce pays, que ce soit les Hutus, les Tutsis, les Twa et même les étrangers qui habitent ici. Nous sommes pour un humanisme universel. Un humanisme qui s'arrête où commence l'intérêt des Hutus. Dans l'éclaireur, on trouve aussi des listes, des photos de ministres Tutsis qualifiés de dangereux pour le pays. Officiellement, sans lien direct avec les partis politiques, cette presse extrémiste, créée pour susciter la dévotion ou exciter la haine, n'est pourtant presque jamais désavouée par les hommes politiques burundais. Laurent, on comprend bien qu'il faut prendre toutes les informations avec infiniment de précautions. Est-ce que vous avez des précisions concernant ce rapport d'Amnesty International diffusé aujourd'hui à Londres et qui affirme qu'un officier français aurait été le témoin silencieux de scènes de torture au Burundi? Écoutez, je vais vous dire ce que j'ai appris. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a dans la caserne où il se serait passé ces scènes de torture, un gendarme qui est à poste là et qui enseigne normalement les droits de l'homme. La version officielle, c'est que ce jour-là, le jour de la visite de la délégation d'Amnesty International, ce gendarme n'était pas là, il n'aurait donc pas entendu les cris. C'est la version officielle. Mais de toute façon, je crois que le problème n'est pas là. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt ou derrière sa bonne conscience. La violence est partout au Burundi. Elle a atteint toutes les couches de la société burundaise. Alors, évidemment, il faut désavouer les choses qui se passent dans les casernes ou les exactions. Mais aujourd'hui, faire semblant de les découvrir, ça me semble un peu naïf. Merci beaucoup Laurent Boussier pour toutes ces explications. Un dernier mot concernant la situation au Rwanda et au Burundi. Grâce à Reporters sans frontières, un numéro spécial du journal rwandais Kinyamateka, que vous voyez ici, est sorti aujourd'hui dans la capitale, Kigali, un an après le début des massacres. Il fait le point de la situation et je vous signale également la sortie d'un livre, nous venons d'en parler avec Laurent Boussier, consacré aux médias de la haine, en collaboration avec Reporters sans frontières, aux éditions La Découverte. L'actualité sportive maintenant, avec une sanction très dure à avaler pour le Paris Saint-Germain hier soir, une défaite 1-0 contre le Milan AC à Paris. Et malgré l'amertume, Luis Fernandez, l'entraîneur, est revenu au Parc des Princes ce matin, gonflé à bloc. Laurent-Frédéric Bollet et André Germain. Autour du Parc des Princes aujourd'hui, la grisaille jusque dans la tête de Luis Fernandez. Il est revenu ce matin pour fouler la pelouse, pour se rappeler hier soir, mais surtout pour penser à l'avenir. Et la surprise, c'est l'optimisme qui règne. On n'ira pas là-bas en se disant qu'on est éliminé, on ira là-bas pour se qualifier. Vous verrez qu'on va en surprendre plus un. Et je vous l'annonce dès aujourd'hui, on risque de faire un grand truc là-bas. Pourquoi? Parce qu'on est capable. On n'aura pas de pression, on n'aura qu'une seule envie, c'est se qualifier. On a toujours marqué à l'extérieur. Alors je ne vois pas pourquoi on ne marquerait pas à Milan. À quoi tient en tout cas un match de football? 85e minute, Ginola frappe la barre. C'est la chance des Parisiens qui vient de passer. De quoi s'interroger sur le sort et la fortune de certaines équipes ou joueurs. Moi, je ne suis ni superstitieux, ni pour dire qu'il y a de la chance ou pas. Je crois que c'est avant tout du réalisme offensif, défensif. C'est vrai que bon, 2 minutes avant, je tire sur la barre. 2 minutes après, il marque le but sur un contre. Donc, c'est le football. Que les Italiens aient marqué n'est pas illogique, mais le scénario est cruel car on jouait la 91e minute. Le mouvement collectif demeure néanmoins impressionnant, une grande leçon d'efficacité. Et voilà comment, une fois de plus, les Italiens ont gagné. Marcel, comment vous expliquez que les équipes françaises aient autant de mal face aux équipes italiennes? Non mais attendez, c'est sur 2 matchs, je veux dire, faut pas. Mais c'est vrai que prendre un but comme ça en fin de rencontre alors que vous dominez quasiment toute la partie, c'est vrai que c'est dommage, je sais pas, c'est inexplicable. Inexplicable et pourtant si classique, Capello, l'entraîneur de Milan, a le triomphe modeste. Fernandez a 15 jours pour redonner de l'espoir à son équipe. Voilà, direction Cognac maintenant pour l'ouverture du 13e festival du film policier. Nous allons retrouver dans un instant Alain Delon qui est cette année le prestigieux président du jury. Mais tout de suite, je vous propose de voir un soupçon d'ambiance avec notre envoyé spécial, notre enquêteur sur place, Nicolas Vinclair.
Alors un type est arrivé, il a tourné sa lampe de bureau vers votre visage et il vous a demandé « Que faisiez-vous à Cognac la nuit du 6 au 9 avril ?» Ça se fait, 13 années d'interrogatoire, car depuis 82, aux alentours de Quand revient le printemps, Cognac devient le grand commissariat du 7e art. Cognac, pour vous situer, c'est en Charente, c'est connu parce que ce qu'on y fait, c'est devinez quoi? Eh ben c'est du cognac. Monsieur du cognac, mais tu sais que je l'ai bien connu, monsieur du cognac. Si on se le tapait, monsieur du cognac. Bon, ils auront tout le temps de retrouver où est caché le minéral. De toute façon, cette année, le cru est de qualité. 7 films en compétition officielle, 2 hors compétition, et des hommages, et des rétrospectives, des téléfilms inédits, des inédits vidéos, des inédits inédits. Est-ce qu'on aura le temps d'aller manger? Il n'est pas dit. Cette année, le festival de Cognac sera international et policier international parce qu'il y a des films des États-Unis, du Japon, de l'Allemagne, de l'Espagne, de l'Angleterre. Policier parce que tous les genres sont représentés. Le thriller avec Alerte, le film psychologique avec La Muerta, le film espagnol, le film à détection avec China Moon et le film d'humour noir, Petit meurtre entre amis. D'ailleurs, au bout de 4 heures d'interrogatoire, je dois vous avouer que j'ai une légère préférence pour Petit meurtre entre amis. Nous saurons le 9 avril quelles étaient les préférences du jury présidé par Alain Delon. En attendant, maman, ne t'inquiète pas, si tu n'as pas de nouvelles, c'est que nous sommes encore en garde à vue. Alain Delon, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être notre invité. Je le disais, donc vous êtes le président du jury de ce 13e festival. Est-ce que c'est difficile de juger les films policiers d'aujourd'hui comme quand on en a tourné comme vous une trentaine il y a quelques années? Écoutez, c'est une question difficile à répondre parce que je n'ai jamais été jury d'un festival de films policiers. Alors et comme les projections n'ont pas encore eu lieu, je vous le dirai peut-être dans quelques jours, mais je ne pense pas que ce soit plus difficile qu'autre chose. J'étais déjà jury d'un autre festival et c'est une chose très sérieuse qui se passe, très professionnelle, et on juge vraiment les films sur un sentiment très particulier et très personnel. Mais est-ce que vous n'avez pas quand même un petit peu la nostalgie de films comme Le Samouraï, que d'ailleurs France 2 diffuse ce soir? C'est un hasard complet. C'est un hasard que vous ne ratez pas. Non, j'ai pas cette nostalgie. Vous savez, le cinéma change, le temps évolue, les gens changent, tout change. Alors il y a maintenant un nouveau cinéma noir, un nouveau polar qui est en train de naître, qui est en train de se développer. Il faut vivre avec son temps, il faut vivre avec son époque. Et le cinéma d'aujourd'hui n'est plus ce qu'il était celui d'hier. Mais nous en reparlerons peut-être plus tard quand même. Ce qui est important de dire, c'est que ce qui se passe ici à Cognac aujourd'hui, c'est très important. Parce que c'est un festival en plein essor. Et c'est le festival du film policier de demain. Et c'est ça qui est important de comprendre. Et c'est ça qui est important d'aider. Et c'est la raison de ma présence ici ce soir. Est-ce que le genre policier d'aujourd'hui est un genre qui vous plairait? Pourquoi est-ce que vous ne joueriez pas dans les mois qui viennent, beaucoup de vos fans le demandent, dans ce genre de film? Le genre, j'ai pas compris, le genre comment vous avez dit? Le genre policier d'aujourd'hui par rapport au film d'il y a une dizaine d'années? Non, mais vous savez, moi je suis un acteur, je suis capable de travailler dans tous les films, tous les genres, à n'importe quelle époque de ma vie. Les acteurs ont cette chance, c'est-à-dire de ne pas avoir de point de stop, si vous voulez. Alors si quelqu'un d'aussi compétent que Jacques Audiard, pour ne citer que lui, ou que Besson me proposait un film sur un scénario qui m'intéresse, qui me plaise, évidemment je l'accepterai immédiatement. Un petit mot concernant le suspense électoral actuel, Alain Delon, puisque vous êtes en direct avec nous. Est-ce que ça mériterait un long métrage, un policier? Je ne crois pas que ce serait un policier du meilleur goût. Je ne crois pas que le spectacle qui est donné en ce moment soit vraiment de quoi faire un grand film. Ça peut faire, je veux dire, quelques échos, ça peut faire jaser certaines personnes, mais ça ne donnerait pas le sujet d'un grand film, à mon avis. C'est mon sentiment. Oui, c'est-à-dire que vous n'êtes pas conquis par la campagne électorale actuelle? Je ne suis pas fasciné par la campagne électorale actuelle, mais je dirais que les Français ont les hommes politiques qu'ils méritent, ceux qui nous donnent en ce moment le spectacle qu'ils nous offrent. Bon, c'est un peu différent chaque fois, c'est un peu malheureusement toujours le même discours et toujours le même suspense, mais ce n'est pas, disons, d'un niveau que je considère comme très élevé. C'est un sentiment tout à fait personnel qui ne concerne que moi, évidemment. Je vous remercie. Ce qui est important, c'est avant tout, dans ces élections, c'est le sort, le résultat pour la France, c'est pas pour les hommes qui sont en train de se battre de temps en temps un petit peu trop pour eux et pas assez pour le pays. Je vous remercie infiniment, Alain Delon, et longue vie donc au Festival du film policier de Cognac, 13e édition qui commence ce soir. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo signée Nathalie Riouet, puis donc la France en direct, avec comme invité ce soir Jacques Chirac. Demain à 13h, Daniel Bilalian. Avant cela, il y a le journal de la nuit avec Catherine Sellac. Et c'est Bruno Mazur que vous retrouverez, j'y arrive, demain soir à 20h. Je vous souhaite une très bonne soirée.